bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Pulsation consacrée ce soir à un sujet un peu à part, mais qui touche directement les UG, la recherche clinique. La recherche clinique concerne directement le patient. Elle se distingue de la recherche de laboratoire qui implique des tissus et des animaux. Moteur du progrès en médecine, ce type de recherche s'attache à mieux comprendre les mécanismes d'une maladie, mais aussi à déterminer si tel nouveau traitement est meilleur que le précédent, si telle méthode diagnostique est plus efficace que la précédente, et si telle méthode de prévention est préférable à telle autre. Des avancées essentielles pour améliorer la qualité des soins et le futur des patients. Quelques 300 projets sont actuellement en cours aux UG. L'un d'eux vise à identifier les personnes à très haut risque de fracture afin de mieux cibler les sujets devant suivre un traitement. Marguerite a décidé de participer à cette étude qui comprend notamment un examen d'ostéodensitométrie pour évaluer la fragilité osseuse et un scanner pour évaluer l'architecture osseuse du poignet et de la cheville. Là, on va faire juste deux petites images, une du poignet et une du tibia, qui va nous permettre d'aller voir à l'intérieur de l'os ce qu'on appelle la microarchitecture. Donc combien il reste de matériel au niveau du poignet et au niveau du tibia. La participation de Marguerite à l'étude comprend aussi une prise de sang pour déterminer la vitesse de renouvellement de l'os, ainsi qu'un entretien pour évaluer les facteurs de risque. Madame Berset, on va relire votre carnet alimentaire que vous avez rempli durant la semaine qui s'est écoulée, si vous êtes d'accord. Oui. Donc on va le regarder ensemble. Cette étude, je l'ai connue grâce à une amie qui s'était inscrite et ça m'a intéressée de participer aussi. Pour moi déjà, pour connaître où en était mon ossature, comme j'ai jamais eu ce contrôle. Et je pense que pour le futur, tous les jeunes, ça peut aider dans la nourriture et tout pour se préserver des maladies osseuses. Tous les projets de recherche clinique doivent être soumis au comité d'éthique clinique. La commission d'éthique doit revoir tous les protocoles de recherche afin de les valider et de s'assurer que le droit des patients est respecté, leur dignité est respectée, que les documents fournis sont adéquats et en accord avec la législation fédérale et cantonale, et aussi s'assurer de la validité scientifique des protocoles de recherche afin que les résultats générés soient utiles à la société et ne soient pas entachés de biais ou d'erreurs. L'information aux personnes volontaires est un prérequis indispensable à toute recherche clinique. Pas question d'enrôler un participant dans une étude sans avoir obtenu auparavant son consentement éclairé. Pour que le consentement soit éclairé, cette personne doit avoir reçu une information complète sur tous les aspects de la recherche à laquelle elle est amenée à participer. Alors ça comprend une série d'éléments, notamment, et ce qui est très important, le fait qu'elle a le droit en tout temps de retirer son consentement et donc de cesser de participer à cette étude clinique. Elle n'a pas besoin d'exposer les raisons de son choix. Et puis, elle reçoit aussi toute une série d'autres informations sur les procédures qu'elle va subir, le temps que ça va lui prendre, la couverture d'assurance dont elle va bénéficier et éventuellement les coûts qu'elle peut être amenée à assumer. La recherche doit répondre à des exigences éthiques mais aussi méthodologiques. Le centre de recherche clinique créé par les UG en collaboration avec la faculté de médecine offre un appui méthodologique aux médecins-chercheurs intéressés afin de promouvoir une recherche d'excellence. Toute étude clinique doit répondre à une question de recherche, telle que est-ce qu'un traitement A est plus efficace qu'un traitement B. Et pour y répondre, on a besoin d'un protocole. Un protocole de recherche, c'est un peu comme une bonne recette de cuisine. On va spécifier le plan de l'étude, on va préciser quels patients on va recruter, combien on va en recruter, qu'est-ce qu'on va mesurer chez chacun et avec quels instruments. Et on va aussi spécifier déjà à ce stade le plan d'analyse prévu. Et la méthodologie intervient ensuite lors de l'analyse. Il faut que les données soient exploitées avec les techniques les plus avancées qui permettent de tirer toutes les informations utiles du travail effectué. Si on ne prend pas ces précautions, l'étude risque d'aboutir à peu de nouvelles connaissances tout en exposant des patients à des risques. Et ça, on veut absolument l'éviter. De nombreuses recherches cliniques portent sur l'essai de médicaments. Les médecins investigateurs qui le souhaitent peuvent réaliser de tels essais à l'unité d'investigation clinique, en particulier dans les premières phases de développement. Aujourd'hui, Karl, étudiant en droit, et Christophe, étudiant en médecine, participent à un essai portant sur un nouvel antidouleur. Objectif, déterminer la concentration dans le sang
et la vitesse d'élimination. L'infirmière va venir d'ici 10 minutes pour vous poser le cathéter veineux, cathéter par lequel on va faire les différentes prises de sang. Et puis à 9h15, on va proprement parler commencer l'étude. Vous allez avoir 7 prises de sang au total, au départ toutes les demi-heures, puis de manière plus espacée. La journée va se terminer à 4h15, et puis vous aurez le petit déjeuner vers 10h, et puis le repas de midi à midi. Alors j'ai découvert cette étude en marchant dans les couloirs de la médecine, puis j'ai vu cette offre, je faisais partie des critères de sélection. Puis je me suis dit pourquoi pas. C'est une étude qui va quand même apporter un certain confort aux autres personnes, donc je me dis que c'est sur la lancée de mes études. Ouais. Alors le processus de développement du médicament est un processus long et minutieux. Un nouveau médicament, quand il est testé chez l'animal et qu'il a montré une efficacité, un intérêt, va être aussi testé pour sa toxicité dans la phase préclinique. La phase préclinique, c'est une phase où on teste chez l'animal et sur du tissu humain l'efficacité et la toxicité. Et cette phase-là est nécessaire avant de passer chez l'être humain et d'exposer l'être humain à ce médicament qui pourrait avoir un bénéfice ou une utilité. Le développement clinique du médicament, c'est-à-dire son exposition chez l'homme, nécessite un développement également long et minutieux qui peut prendre plusieurs années, qui commence toujours par une phase 1 qui est la première administration chez l'homme. Celle-ci vise à évaluer la tolérance de ce médicament. On va l'administrer pour voir s'il est bien supporté. Elle se réalise en règle générale chez les volontaires sains. On va aussi examiner comment l'homme ou l'être humain va transformer ce médicament, l'absorber, le distribuer, le transformer et l'éliminer. Cette phase 1 est très importante, mais elle se fait sur des petits collectifs, en règle générale de volontaires, qui sont en bonne santé. On passe ensuite à la phase 2 où on va tester l'efficacité de ce médicament. L'efficacité, c'est de regarder, par exemple, si c'est un médicament qui baisse le cholestérol, de combien il va baisser le cholestérol. Et on va chercher la dose optimale pour baisser ce cholestérol. Cette phase-là se réalise chez des patients qui souffrent de maladies qui augmentent le cholestérol, et ça permet de déterminer, au fond, l'efficacité de ce nouveau médicament, en règle générale par rapport à un médicament contrôle ou un placebo. Phase 3, ce sera l'utilité du médicament. C'est l'utilité, pour reprendre l'exemple du cholestérol, là on visera à évaluer si le médicament prévient les maladies cardiovasculaires ou les soigne, ou évite les maladies cardiovasculaires par rapport au traitement standard reconnu au moment où ce médicament est testé. Après un accident coronarien aigu, Fanny a accepté de participer à une étude de phase 3 pour tester l'efficacité d'un médicament pouvant potentiellement augmenter le taux de bon cholestérol reconnu pour être bénéfique en prévention secondaire de l'athérosclérose. Je prends un médicament dont je ne sais pas si c'est un placebo ou bien si c'est le vrai médicament. J'ai fait cette étude pour mes petits-enfants et toute la descendance qui suivra. Et je pense que ce n'est pas pour moi que je fais ça. Phase 4, c'est la phase qui examine la sécurité de l'utilisation du médicament une fois qu'il a été mis sur le marché. C'est une phase d'observation et de surveillance, on va dire, post-marketing. Le recrutement des sujets est une phase délicate. Ça fait mal? Je survivrai. On veut éviter tout risque pour les patients. Donc, on regarde bien ce qui pourrait représenter un risque dans le développement de nouveaux médicaments chez les patients, par exemple des patients qui ont d'autres maladies que celui pour lequel on donne le médicament à tester, etc. Donc, il y a une liste de critères d'exclusion et souvent, ceci limite sérieusement le nombre de patients éligibles pour une étude. Les autres difficultés sont liées aux patients. C'est une contrainte de participer à une étude clinique. Il faut revenir plus souvent à l'hôpital, il faut parler plus souvent à son investigateur, il y a plus de prises de sang, on perd du temps, etc. Elle a des frères et sœurs. Les difficultés de recrutement sont particulièrement importantes dans certaines catégories de population, comme les enfants. Il y a beaucoup de craintes qui sont liées à la recherche, en particulier chez les enfants. Les parents ont de la peine à enrôler des patients dans des études parce qu'ils ont peur des effets secondaires, des effets néfastes, etc. Et ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça représente. Ils pensent toujours que toutes les études qui ont lieu ailleurs, chez les adultes ou bien dans d'autres pays, auront un bénéfice direct chez leurs enfants.
Corinne a proposé à sa fille, Jade, âgée de 12 ans, de participer à une étude sur le développement précoce des maladies cardiovasculaires, comparant des adolescents sains et des adolescents obèses, même si sa fille n'en retire pas de bénéfices directs. Je pense que pour aider la recherche médicale, il est important qu'il y ait des gens qui se dévouent, entre guillemets, et puis qui apportent leur aide pour élaborer soit des nouveaux traitements, soit des nouvelles techniques médicales. Le matin, en arrivant, j'avais pas mangé et on m'a fait une prise de sang. Et ensuite, après, donc du coup, je suis allée manger parce que voilà. Et ensuite, il y a eu une IRM. Aussi, avant, j'avais fait un test d'effort sur un tapis. S'il y aurait d'autres expériences à faire, je serais partante pour les faire, ça ne me gênerait pas du tout. Parce que ça fait avancer la recherche dans les maladies et c'est intéressant. Et finalement, je pense que le troisième gros paramètre par rapport aux études médicaments, c'est que les boîtes pharmaceutiques sont moins intéressées par ce petit marché que représente la pédiatrie par rapport au grand marché de la médecine adulte. Et de ce fait-là, on cherche à trouver des compromis, à trouver des dosages qui pourraient s'adapter à l'enfant alors qu'on n'a pas les mêmes études de qualité que chez l'adulte. Il est également difficile de mener des recherches cliniques auprès des femmes enceintes en raison d'un souci de protection du fœtus, de même qu'auprès des personnes incapables de discernement, comme par exemple les patients plongés dans le coma ou souffrant de troubles psychiques graves. Alors, environ 3/4 de la recherche clinique est financée par l'industrie pharmaceutique. Le schéma, c'est que l'industrie pharmaceutique avance de l'argent pour développer un médicament et le récupère ensuite sur les ventes du médicament patenté. D'autres études sont financées par des fondations, privées ou publiques, telles que la fondation Arter. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, la recherche clinique est le moteur essentiel des progrès médicaux et de l'avancée dans les soins de demain. Tout volontaire qui accepte de participer à une étude apporte une aide précieuse pour les patients dans le futur. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec l'après-séisme en Haïti et la mobilisation des Hugues. Au-delà de l'aide immédiate, les Hugues s'engagent dans un projet à long terme de construction et de reconstruction d'un centre de soins. Plus d'infos sur www.hug-ge.ch, puis mobilisation des Hugues pour Haïti. Le mois prochain, on change de registre avec un numéro consacré à la chirurgie ambulatoire.